Il joue à bisou en papa en tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre émission préférée, Papa Génitaire. Vous savez déjà, on est mercredi, jour de parentalité, jour de famille, jour de relationnel, hommes, femmes, adolescents, enfants. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, les Comores, l'Afrique, je ne sais pas, Canada, Québec, Brésil, Internet. Vous avez déjà, on est positif. Encore une nouvelle émission. Alors, je tiens quand même à signaler, avant de présenter la star, quand même que lundi, vous avez eu une émission de Choupou-Tête excellente avec Naoui, une big dédicace à Naoui. Hier soir, ceux qui n'ont pas suivi la libre antenne, excusez-moi, vous avez peut-être raté quelque chose. Je vous dis peut-être parce qu'il y a les replays, donc vous n'avez pas encore raté la chose. En tout cas, il y a une libre antenne qui s'est passée sur Faire Peuple. La notion de Faire Peuple, c'est à ne pas rater. Choupou-Tête, libre antenne et maintenant Papa Génitaire. C'est le bel, qui a vu en semaine dans les Zouk TV là, c'est pas la fête. Monsieur Jonathan Rosine. Monsieur Kelban. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vibre bien, comme dirait Naoui. Je vibre bien. Depuis lundi, on va vibrer fort. Hein, depuis même dimanche. Mais t'inquiète, on s'est compris. Depuis même dimanche, mon gars. Ah, ça va faire un moment. Peut-être la réchauffer. Peut-être la réchauffer. Félicitations, une très belle libre antenne hier soir. Merci. Ah ouais, j'avoue. Une dédicace aux invités qui étaient présents hier. Guy Albert Ruffin Duhamel, Christine Cupit, Mallory Modeste et Mathieu Gama. Ouais, une thématique très intéressante. C'était très intéressant, très puissant. Les invités, ils étaient contents. Les téléspectateurs qui ont appelé, dédicace pour Matnik, Hugo, Chantal, Bruno, tous les gens qui ont pu appeler. Et donc voilà, travail là qu'a fait. Et puis on a pu grandir, on a pu s'enrichir, on a pu trouver des clés de réflexion. On a pu évoluer, comme on essaye de le faire, avec plusieurs alternatives. Ah, impeccable. Bonsoir, donc, rebonsoir, pardon, excusez-moi. Ce soir, on va parler d'une thématique qui me tient à cœur parce que ça fait des années que je parle de formation parentale et j'avais l'impression d'être seul à comprendre ça. Et ce soir, nous avons une invitée qui va prouver que j'avais raison depuis si longtemps. Bonsoir, Foxy. Bonsoir, Olivier, et bonsoir à toi, Jonathan, également. Tranquille, ça va? Ça va très bien, merci. OK. Foxy Academy, depuis quelques mois. Eh bien, depuis effectivement quelques mois, la Foxy Academy a non pas ouvert les yeux ni ouvert le jour, mais en fait, j'ai commencé à officialiser, on va dire, à créer une vitrine pour ce cabinet de coaching parental que j'ai créé, qui s'appelle la Foxy Academy. Alors, on m'appelle Foxy. Et je m'appelle Laurie Lienafa, surnommée Foxy, et c'est pour ça que j'ai créé cette Foxy Academy, qui est donc l'académie des parents, qui va accompagner les parents dans leur cheminement parental, qui va les aider à avoir des relations apaisées avec leurs enfants, à créer une harmonie parfaite, en tout cas qui leur ressemble au sein de leur famille. C'est à ça que sert la Foxy Academy. Elle est là, comme j'ai souvent à le dire, pour aider les parents à créer leur histoire parentale, à écrire leur histoire parentale. D'où ça t'est venu de vouloir créer cette fondation, non pas cette fondation, cette académie. Cette académie. Ben en fait, j'avoue que l'accompagnement parental, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je suis infirmière de formation, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des parents de tout âge d'ailleurs. Et c'est suite à un suivi thérapeutique, à une remise en question existentielle, comme on pourrait le dire, que m'est venue l'idée de concrétiser en fait cet accompagnement. Donc j'avais déjà eu l'occasion d'accompagner des amis, des sœurs de cœur, et à travers les conseils que je leur apportais, il y avait cette lumière en fait qui était là, qui brillait, qui ne cessait de briller, et j'ai voulu la porter, la mettre à contribution de tous mes concitoyens. Voilà. À travers ton expérience de vie, à travers ce que tu as pu voir, entendre. Alors, à travers mon expérience de vie, oui, mais aussi parce que je me suis formée, c'est-à-dire que c'est une reconversion que j'ai eu à faire en 2021, qui, à travers une formation professionnelle certifiante de coach parental, je peux aujourd'hui accompagner des parents, des familles monoparentales, des familles, tout type de familles en réalité, et pour pouvoir en fait prouver à ces parents qu'ils sont capables
d'accompagner leurs enfants, que c'est leur mission de créer des enfants autonomes, responsables, à leur image, à leur propre image en tant qu'enfants à cet âge, mais qui deviendront des adultes autonomes. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire. Alors, on va le dire au début comme à la fin. Comment on peut te joindre? Alors, concrètement, aujourd'hui, pour pouvoir me joindre, c'est assez facile. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère de digitalisation. Donc, Instagram, je crois que ça parle à tout le monde. Je vois que tu es actif sur les réseaux également. J'essaye effectivement de vulgariser un petit peu les choses, d'apporter des conseils, des astuces aux parents qui n'osent pas forcément faire le premier pas. Mais je vous invite vraiment à tous les parents, je ne sais pas où il faut regarder, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à moi sur Instagram, m'envoyer un message, sur Facebook également, puisque les comptes sont liés. Mais à partir de ces pages-là, vous aurez la possibilité soit de m'envoyer un mail, soit de m'envoyer un simple message ou un WhatsApp. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Il y a mon site internet aussi qui existe, qui s'appelle foxy-academie.com. Donc, sur ce site, vous pourrez avoir accès à mes actualités, mais aussi la possibilité d'avoir accès à mon calendrier pour prendre rendez-vous. Ok. Eh bien, c'est parti. Très bien. J'espère que vous avez pris votre stylo, votre petit carnet, vous déjà savez. Émission Papa Géniteur, il n'y a pas que les replays, il y a le stylo aussi. Si je vous dis être parent, ça veut dire quoi? Ça demande quoi? C'est important? Pourquoi? Être parent, c'est une mission de vie. Être parent, c'est... Aujourd'hui, on peut dire que être parent, c'est un choix. À une certaine époque, avant Simone Veil, j'ai envie de dire. Ça remonte, hein? Ça remonte un petit peu, oui. On n'avait peut-être pas le choix d'être parent avant que la contraception et puis l'avortement soient légalisés. On n'avait peut-être pas le choix d'être parent. Aujourd'hui, c'est plutôt considéré comme étant un choix que de devenir parent, mais c'est avant tout une mission. La mission du parent sera d'accompagner son enfant à travers une éducation, à travers un amour inconditionnel, à travers un vrai accompagnement. Hein. Tout comme moi, je vais accompagner les parents sont là aussi pour accompagner leurs enfants à devenir des adultes responsables et autonomes. Donc, on est aujourd'hui sur quelque chose qui diffère un petit peu de ce qu'on rencontre dans la société et dans la culture martiniquaise aujourd'hui. Mais en réalité, le rôle du parent, c'est ça. On est j'ai envie de dire, sur une ère un petit peu changeante et peut-être une contextualisation différente de la parentalité. Et toi, Jonathan, être parent pour toi, c'est quoi? C'est être Jonathan. Être parent... Je ne veux pas dire de bêtises à la télé. Être parent, c'est savoir qu'on aura une responsabilité aussi au niveau d'un enfant qui n'a pas demandé d'être sur cette terre, d'avoir la responsabilité de s'occuper de l'enfant, de lui apporter de l'amour, de lui apporter des valeurs aussi, d'être là financièrement également pour lui. C'est tout un ensemble. Et tu parlais de choix également. Et là, je disais tout à l'heure là que l'enfant n'a pas demandé à être sur cette terre, donc prendre ses responsabilités, qu'il est présent, que ce soit voulu ou pas, mais s'il est sur terre, il faut prendre ses responsabilités. Quand on dit être parent, est-ce que c'est important? Alors, tu as parlé de deux époques, hein, tu as rappelé l'époque de Simone Veil, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, être parent, c'est perçu comme quelque chose d'important ou c'est devenu un peu plus banal? Alors moi, je dirais que c'est quelque chose qui dépend du foyer familial. Hein. Vous savez, la parentalité, elle est unique, elle est singulière. Et une parentalité, une façon de fonctionner, la parentalité, c'est quoi en fait? Ce sont les différentes façons de pouvoir évoluer en tant que parent, de pouvoir asseoir son rôle parental, de pouvoir vivre son rôle parental, ressentir ce rôle parental. Et en fait, chaque famille, chaque parentalité, chaque parent, chaque parentalité. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui va convenir à Jonathan ne va pas forcément convenir à moi, ni à toi, ni à mes enfants. Et je crois que c'est le message principal que j'essaie de faire passer aux parents que j'accompagne, c'est que votre façon de fonctionner vous appartient.
L'important, c'est que vous puissiez trouver de l'harmonie dans ce que vous faites. Alors, il ne s'agit pas d'être dans des extrêmes, ni de violence éducative ordinaire, ni dans un équilibre. Dans de devenir laxiste. Excuse-moi, j'étais interrompu, excuse-moi. Non, je t'en prie. je réfléchissais et bon, être trop laxiste, en fait, il ne faut pas être dans trop d'extrêmes. Par contre, pour pouvoir être le bon parent pour ses enfants, il faut d'abord se connaître soi-même. Ouais. Et là, on va arriver dans une singularité personnelle qui va amener à la singularité qui fera que la relation parent-enfant sera elle aussi singulière. Mais si ce n'est pas prévu, c'est difficile, par exemple, si ce n'est pas prévu, et on ne se connaît pas encore soi-même, on n'a pas fait cette introspection, à savoir guérir de ces traumas, parce qu'on est tous également issus d'un résultat de trauma, d'une expérience de vie, nos valeurs, on se les nourrit de par nous-mêmes également, à travers ces expériences-là. Et si, parce que souvent, des fois, on se répare au fur et à mesure, même pendant la venue de l'enfant aussi. Ben en fait, je crois que ça, c'est l'histoire de tout le monde. Hein. Grandir avec des blessures d'enfance, grandir avec des blessures relationnelles. On a l'injustice, on a l'humiliation, on a quoi encore ? On a même les souffrances héréditaires également. Alors, ce sont les blessures, ce sont des blessures relationnelles en fait, hein, parce qu'il faut savoir que les blessures relationnelles, elles traversent le temps. Donc en fait, les blessures qu'on va ressentir ne sont pas forcément liées à une situation qu'on aura vécue avec nos propres parents. Ce sont souvent d'ailleurs des blessures qui sont ancrées dans nos cellules et on appelle ça la mémoire cellulaire. Et effectivement, ça fait partie de l'hérédité, ça dépasse les générations, ça nous vient parfois de nos ancêtres et en fait, on ne sait pas forcément ce que les ancêtres ont vécu, mais on ressent les choses en fait. Vas-y. On peut avoir des réactions également sans savoir d'où sortent ces réactions-là. Exactement. En fait, on a ces réactions et les réactions qu'on a, les réactions qui sont souvent des réactions de stress, en fait, elles résultent d'une émotion qu'on va ressentir pour laquelle on n'aura pas d'explication parce que c'est quelque chose qu'on n'aura pas forcément vécu nous-mêmes, mais qui vient d'avant nous. Donc, c'est pour ça que je dis que tout le monde a mémoire cellulaire. Voilà, a cette mémoire cellulaire a cette réflexion à avoir par rapport à ses blessures. Et je ne pense pas que quelqu'un soit plus blessé qu'un autre. C'est vraiment une question de ressenti. Mais quand on n'est pas, pour répondre à ta question, quand on n'est pas prêt à recevoir un enfant, quand on s'y attend pas et que bon, c'est trop tard, et etc., parce que maintenant, c'est quand même bien légalisé l'histoire de l'IVG, eh bien... c'est repoussé encore. Alors, ça a été repoussé à plus de 11 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais les lois sont ce qu'elles sont. Ouais, tout à fait. Voilà. On ne va pas porter de jugement, oui, mais c'est ça. On constate quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on n'est pas prêt, papa ou maman, à recevoir l'enfant, il est de toute façon d'autant plus difficile de pouvoir accueillir et puis de pouvoir endosser ce rôle parental-là qui nous incombe. Et c'est pour ça que je suis là. Être parent, donc si je comprends bien, être parent, c'est un projet. C'est censé être un projet. Parce que je dis censé parce qu'il n'y a pas... Tout le monde ne se prépare pas à l'être réellement. On ne nous apprend pas à être parent, même quand on va à l'école. Hein. Alors, pour tout ce qui est pays francophone, je ne pense pas, mais après, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas, mais en tout cas, de notre point de vue, à notre échelle, on ne nous apprend pas à devenir parents. Par contre, j'ai déjà vu, par exemple, aux États-Unis, dans les lycées ou même collèges, si je comprends bien, on apprend aux enfants à quelques bases, en tout cas, qui peuvent leur donner une idée de ce qu'est un parent. On apprend aux enfants ? Oui, on leur apprend. Aux enfants. On les fait rentrer à la maison avec des poupons. Ils se mettent en binôme et on les fait s'occuper de l'enfant. Ils doivent s'organiser. Donc, c'est une sorte d'uniformisation également d'une vision quand c'est comme ça aussi. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont compris leur terrain. C'est-à-dire qu'en analysant, il y a de plus en plus de jeunes qui font des enfants tôt. Donc, ils se sont dit, pour pallier à ça, alors on va peut-être pas arriver à arrêter les naissances tôt, mais par contre, on peut leur apprendre des bases tôt pour qu'ils n'aient pas à se retrouver tout seul face à la fatalité, non, plus aux réalités. J'ai envie de dire de traiter le problème en amont. Non, de traiter avant qu'il y ait un problème. Est-ce que c'est... Voilà, de traiter, de traiter avant qu'il y ait un problème. Voilà, c'est pas forcément un problème, tu as raison. Donc moi,
pour accompagner tout ce qui est dit. Pour accompagner tout ce qui est dit, moi, depuis des années, en fait, je me suis dit, mais pourquoi on ne forme pas des jeunes? Pourquoi on ne les forme pas? Tout simplement, peut-être que ce serait là la solution, de se dire, bon, ben, une fois qu'ils savent à peu près c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut penser, le rythme que ça impose, parce que même si on te donne une poupée, c'est un exercice. On te dit, tu vas pleurer à un moment donné où tu t'y attends pas, tu as envie de jouer avec les potes, mais bébé pleure. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je pense que le rôle parental doit être pris au sérieux beaucoup plus tôt que celui qu'on connaît chez nous, en tout cas. Donc, ce que je comprends, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que, de toute façon, ce sont des enfants qui seront des futurs parents, des futurs adultes. Ben, on leur apprend tôt que, oui, il y aura cette possibilité. Donc tu fais rentrer... C'est une matière que tu intègres un fonctionnement pour que quand ils seront adultes, ils seront déjà un peu prêts. C'est une sorte de prénotice. C'est de la prévention. C'est de la prévention, mais à l'échelle humaine. C'est-à-dire que oui, c'est pas juste un spot publicitaire qui passe à la télé. On les met en condition pour leur faire. Mais là, c'est une orientation politique. Donc c'est une orientation générale de cette. Pourquoi tu dis que c'est une orientation politique? C'est-à-dire, quand je dis politique, si ça sort de l'école, ça sort du ministère qui a donné des directives, pour pouvoir c'est une orientation. Orientation, je sais pas. Mais je comprends. Mais je sais pas si c'est une orientation. Il y a une personne... Peut-être que ce n'est pas le terme approprié, mais ça sort de directives de... Moi, je vois ça comme de la prévention. C'est juste que c'est à l'échelle humaine. C'est mieux qu'un spot publicitaire. Un spot publicitaire, tu le regardes, ça passe comme une publicité, ça n'a pas d'impact sur toi. Tandis que là, on les met en situation. Donc, en les mettant en situation, tu leur voles pas leur enfance, mais tu leur fais comprendre quelque chose qui peut leur arriver très tôt, en fait, s'ils ne font pas attention. Moi, je comprends. Est-ce que pour toi, par exemple, Foxy, tu estimes qu'on aurait dû avoir ça à l'école? Alors, je ne sais pas si je suis bien placée pour pouvoir donner mon avis à ce niveau. Il faut que tu lui donnes ton avis. Oui, mais je vais le faire. Je vais le faire. C'est-à-dire que, de mon côté, je sais que j'ai l'occasion d'accompagner des parents qui sont au stade du projet parental. Ça veut dire que ce sont des gens qui s'attendent à avoir un enfant, des gens qui ont le souhait. Ils ne sont pas encore parents. Non, qui ne sont pas encore parents. Donc, qui ont ce souhait de devenir parents, de créer une famille, de fonder une famille, qui ont peur de quitter, en fait, de faire le deuil de leur vie de célibataire, de faire leur deuil de leur vie à deux. C'est pas toujours évident, en fait. Il y a des gens pour qui ça compte énormément d'accueillir une troisième personne au sein de leur couple, parce qu'ils savent les conséquences. Donc, avant de penser être parent, il faut déjà penser à comment être en couple, alors, si je comprends bien. C'est mieux, à mon avis, parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu parlais, Jonathan, de devenir parent et de ne pas forcément bien se connaître. À mon avis, si aujourd'hui, il y a une certaine quantité de couples qui se séparent, c'est peut-être aussi une hypothèse que je lance. Ça peut être aussi dû au fait de ne pas suffisamment se connaître soi-même. Parce que quand on se connaît soi-même, on connaît nos attentes, on sait ce qu'on veut. C'est facile à dire, mais on sait ce qu'on veut et on sait qui on laisse entrer ou pas dans nos vies. On ne laisse pas les choses se construire avant d'avoir ce socle-là qui soit suffisamment solide pour pouvoir ensuite monter quelque chose ensemble. Pour être parent, pour moi, c'est la même. C'est-à-dire qu'il faut... un couple solide, un couple qui va dans la même direction. C'est-à-dire que si on marche ensemble et qu'en fait on est là comme ça en train de se tirer, c'est sûr que ça risque d'être compliqué s'il faut accueillir une troisième personne au sein de ce couple. Mais pour en revenir à ce que je disais, les couples que j'accompagne et qui sont encore au projet parental, ce sont souvent des personnes qui ont ces difficultés. Et pour ce qui est des jeunes adolescents, qu'on pourrait peut-être former à la parentalité, je pense que ça peut être un bel exercice. Je ne sais pas si aujourd'hui les familles sont prêtes. Je ne sais pas si... Pourquoi j'émets des réserves, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une telle difficulté, en fait. Aujourd'hui, on est quand même Bon, ça sera diffusé vendredi, mais aujourd'hui, on est le 17 mai. Journée internationale de lutte contre les LGBT, XIA, transphobie, etc. Donc en fait, la société est tellement malmenée par rapport à ça. J'ai peur
que si, par exemple, en Martinique, on met en place ce type d'exercice, qu'on ne soit arrêté à l'étape de savoir quel binôme, en fait, on va devoir faire avec les enfants. Parce que aujourd'hui, certains jeunes ont peur de se manifester, certains jeunes ont peur de dévoiler leur orientation, soit par peur de représailles ou autre. Mais voilà, là où j'ai mis des réserves, c'est plus par rapport à ça. Mais l'idée en elle-même est belle de pouvoir prévenir, comme vous disiez, la parentalité. Foxy, j'ai une anecdote par rapport à ça, par rapport à cette date-là aujourd'hui. Ouais. J'ai un camarade, la semaine dernière, il m'appelle, il me dit, il est allé voir sa fille, il ne vit pas avec son enfant, il est allé voir sa fille, et sa fille, elle a 10 ans, elle lui dit, papa, je suis bi. J'aime les garçons et j'aime les filles. Il ne sait pas quoi lui répondre, il dit, comment ça t'es bi? Il dit non, peut-être qu'elle a entendu, peut-être qu'elle a vu, peut-être qu'elle s'est laissée influencer. À cet âge-là, on se recherche. Et comme si qu'il ne savait pas, il essayait de rester, il restait calme, mais il était circoncis, il ne savait pas. Prix battu. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce papa-là? Alors, le conseil que je pourrais donner à ce père, c'est un petit peu... Ah oui, excuse-moi, j'ai précisé l'âge? J'ai donné l'âge? 10 ans, tu m'as dit. 10 ans, voilà. Un enfant de 10 ans. De 10 ans, voilà. Oui. En fait, c'est le même conseil que j'aurais donné à un papa d'un enfant de 3 ans qui lui dit « Ah, papa, t'es trop con ». En fait, non pas que l'enfant ne sait pas ce qu'il dit, mais peut-être que l'enfant a sa définition du mot qu'il a utilisé. Parce que parfois, les enfants peuvent être amenés à utiliser des mots qui ne sont pas forcément justes dans les phrases. Elle, l'enfant de 10 ans, a peut-être compris que bi, ça veut dire qu'on aime les garçons et les filles. Mais à quel niveau? Aimer, pour elle, ça veut dire quoi, en fait? Voilà. Est-ce qu'il y a de la naïveté, est-ce que j'ai des copains et des copines? Donc, ça veut dire que si j'ai des copains filles et puis si j'ai des copains garçons et des copines filles, ça veut dire que je suis bi? Ou alors, est-ce qu'elle va chercher plus loin? Donc, en fait, l'idée, c'est d'approfondir, en fait, avec l'enfant. Pareil pour l'enfant de 3 ans qui va dire à son parent « Ah, maman, t'es trop conne » ou bien « Papa, t'es trop con » ou « Je te déteste » ou machin. En fait, le plus dur pour un parent, c'est d'éviter de se laisser dépasser par les émotions. C'est d'éviter d'accueillir le retentissement. Le retentissement, c'est l'émotion qui monte, en fait, et puis tu n'arrives pas à gérer, parce que ce que l'enfant te renvoie te ramène à quelque chose, en fait, qui t'a fait souffrir avant, qui t'a fait souffrir peut-être dans ton enfance. Et je ne sais pas si un parent qui, enfant, pour qui c'était compliqué, on lui disait tout le temps, t'es trop bête, tu es à baba, tu es ceci, tu es cela. En fait, on le dévalorisait. Si c'était un enfant qui se sentait dévalorisé, son enfant de 3 ans qui va lui dire « Papa, t'es trop con, t'es trop bête, oh là là, machin », ça peut faire remonter des émotions vives, même si c'est son enfant de 3 ans et qu'il sait très bien que son enfant ne pense pas réellement, en tout cas, pas de la même façon que lui. Ou bien peut-être que, par exemple, quand tu donnes... Excuse-moi, Jonathan. Il y a beaucoup d'adultes qui ont tendance à oublier que l'enfant n'a pas un cerveau d'adulte. Alors, c'est ça. Ils réfléchissent en tant que parents avec la maturité qu'ils ont à l'instant T et ils ne se disent à aucun moment que l'enfant raisonne avec sa maturité à l'instant T. C'est pour ça que je disais qu'en tant que parent, on a aussi ce devoir-là de faire attention et d'approfondir les choses avec l'enfant. Des fois, l'enfant peut utiliser un vocabulaire qui n'est pas forcément adapté dans la phrase, qui ne veut pas forcément dire ce que nous, on entend, ce que nous, on perçoit dans la phrase. Donc, un enfant qui vient, même si elle a 10 ans, et qui dit qu'elle est bi, lui demander, pour toi, ça veut dire quoi, bi? Qu'est-ce que ça engendre pour toi? C'est quoi être bi, en fait? Ouais. Moi, je pense aussi qu'il y a une partie d'influence. Entre l'enfant de 3 ans qui va peut-être dire « Maman, t'es conne, papa, t'es con », eh ben, c'est peut-être en voyant ses parents, à travers le langage des parents aussi, à travers également ce qu'elle a pu entendre de la voisine, de la tante, de l'environnement proche. Donc l'enfant ne va pas ressortir comme ça certaines choses. Évidemment. Et l'enfant de 10 ans,
avec les réseaux sociaux, avec l'enfant a un téléphone ou une tablette ou à la télé, tout simplement, il va voir que c'est la mode et on va entendre le polyamour, le ci, le ça. Donc, il va l'intégrer sans pour cela bien comprendre la signification de certaines choses, comme tu disais tout à l'heure là. Mais je voulais revenir par rapport à quelque chose que tu as parlé quand on parlait de la formation au niveau des couples. Moi, je pense aussi qu'il y a la peur de l'inconnu, la crainte aussi de, je dirais, que une certaine tranquillité puisse disparaître dans le couple. Parce qu'une arrivée de quelqu'un, c'est une tranquillité aussi. Parce que quand on a l'habitude, bon, les 22h, bon, on va faire un tour. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, ouais. Pas toujours, en tout cas. Excusez-moi, juste un Autrement. par rapport à ce que tu dis, bon, je pense qu'on est allé peut-être un peu trop vite. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai l'impression que... j'ai rebondi par rapport à ce qu'elle a dit. Hein. Le duo. Voilà. Jacques commencé à dire, j'ai rebondi par rapport à Foxy. Le truc, je pense que moi, quand je vois la société depuis quelques années, j'ai l'impression qu'être parent ou avoir un bébé, par exemple, c'est quelque chose de perçu comme quelque chose de... comme un film, une histoire qu'on lit dans les livres, etc. Il n'y a pas... Je ne sens pas qu'on lui accorde l'importance que ça a concrètement, en fait. Ça paraît enchanté, ça paraît beau. Donc, j'ai l'impression que... Pardon? À l'eau de rose. Voilà, exactement. Donc, j'ai l'impression que tout le monde le prend un peu, tu vois, un peu à la légère, au pif. Allez, mais si, on se lance. Mais si, ça va être beau. Oui, on va construire à l'intérieur. Ensemble, on va construire. Sans réellement comprendre vraiment l'impact que ça a. Et... les parents les aînés qui sont déjà parents, qui ont une certaine expérience, eux-mêmes ne sont pas forcément aussi matures mais Olivier, pour parler de leur propre rôle. Excuse-moi, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on a vu à la télé quand on regardait des séries télévisées. Quand on mais c'est un piège aussi pour nous. Voilà, ça, on voyait une certaine harmonie. Alors, je suis enceinte, voilà, tu vois. Tu sentais un petit côté angélique. Fleur bleue, voilà. C'est ça, Et donc, quand tu voyais ça, à travers nos influences, parce que nous, c'était à travers des séries B. Là, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc, il y avait une sorte de... Tu ne voyais peut-être pas autant les responsabilités qui allaient avec... Parce qu'on ne nous les montrait pas. On ne nous les montrait pas du tout, en fait. C'était quelque chose peut-être de voulu et de souhaité. Oui, mais justement, c'est là, un souci à mettre en avant. C'est ça, justement. C'est que pendant une époque, on nous a bercés avec beaucoup d'informations peut-être trop positives. Je ne sais pas si on peut dire trop positives. Et on s'est laissé embarquer sans forcément chercher à savoir si... tout était véridique, en fait. Donc, on a vécu, comme tu dis, à travers les influences audiovisuelles, mais à un moment donné, tu as un cerveau. À un moment donné, tu dois te dire, tu vois tes parents, il y a des enfants qui s'embrouillent, ou il y a des foyers monoparentaux. Ah oui, effectivement. Il y a des enfants qui n'ont pas d'enfants. Donc, à un moment, ça t'interpelle. Et tu te dis, mais c'est pas ce que la télé nous montre, en fait. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, je me dis que dans nos perceptions, on est toujours... comment on dit ça, chahuté, on est toujours chahuté de droite à gauche, ballotté de droite à gauche. Et finalement, on en revient à cet état de fait qui montre qu'on agit un peu toujours à la légère. On fait un enfant au pif. Alors moi, j'aime dire ça vexe des personnes, mais je suis convaincu que beaucoup de personnes font des enfants au pif. C'est tout. C'est-à-dire que ce que je veux dire par au pif, c'est-à-dire qu'on ne se prépare pas à avoir un enfant. Ça dépend des motivations. Mais c'est quoi ta motivation? Alors oui. Ça dépend des motivations, ça peut dépendre d'une motivation d'une femme qui a vu, par exemple, qu'à un moment, je sais qu'en France, c'était beaucoup le métissage. La jeune petite Française, elle avait envie d'avoir son petit métis. Donc ça dépend aussi des influences, ça dépend de la motivation aussi. Ça dépend aussi qu'une femme, elle va peut-être voir, elle approche de la quarantaine, elle veut d'un enfant. Par rapport à son horloge biologique. Famille, donc, mais elle veut un enfant. Donc ça va dépendre aussi de la motivation. Également de l'homme aussi, parce que je parle de la femme. Mais ça va dépendre de... Ça dépend. On parlait tout à l'heure là que chaque couple, chaque personne a son histoire et a ses motivations. Oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais j'en veux quand même à... Enfin, je ne vais pas dire j'en veux, mais... Carrément. Ah ouais. Oui, j'en veux. Non, mais c'est vrai, j'en veux. Non, j'en veux quand même à... Je trouve qu'il y a une mauvaise intention derrière tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, qu'on ne se comprend, on a du mal à se comprendre, tout ça. Parce que derrière ça, justement, tu parlais d'orientation tout à l'heure, tu parlais de vision politique. Le trop positif qui a été envoyé là, qui a été inculqué à tout le monde, il a été calculé, en quelque part. Oui. Tu mets pas ce que tu veux à la télé. Il y a une veille, Donc, en quelque part, ce qui nous arrive aujourd'hui en termes d'incompréhension ou de difficulté à se comprendre, j'ai l'impression que malheureusement, ça vient d'une mauvaise intention. Ça ne tient qu'à moi.
Il y a un petit côté complotiste. Par exemple, moi, complotiste pour moi c'est un compliment. Je vous ai déjà dit, moi ça va. Merci monsieur. Un petit côté complotiste. Est-ce que être parent c'est inné? Ah ben bien sûr que non. Mais j'aime bien ton bien sûr que non, mais il y en a qui croient que c'est inné. Alors, bien sûr que non, et je pense que tous les parents, toutes les personnes qui sont aujourd'hui parents et qui l'ont cru à un moment donné, ont jeté leur masque. Enfin, on est tous bien conscients que être parent, en fait, on ne naît pas parent, on le devient. Ça c'est une phrase que je répète souvent. On ne naît pas parent, on le devient. Quelle que soit la façon, la perception qu'on pouvait avoir de la parentalité, quand on est face aux responsabilités, à ce que avoir un enfant incombe, à ce que être parent implique, impose, en fait, on vit les choses tellement différemment que les projections qu'on s'était faites, qu'on est obligé de se rendre à l'idée qu'être parent, c'est pas inné. Alors déjà, je n'aurai pas le même enfant que Y, je n'aurai pas la même façon de procéder que X, et en fait, mes enfants n'auront pas les mêmes besoins que les enfants des autres personnes. Moi, je pense que c'est par rapport à des préjugés, et puis par rapport à le fait qu'on nous l'ait tellement dit. Souvent, on disait, oui, c'est quelque chose d'inné, donc on sait... On l'a banalisé? Non, pas banalisé. On sait intégrer ça dans notre cerveau, mais ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire que pour moi, quand on dit inné, ça devrait être naturel, mais ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est naturel. Devenir parent, ça devient naturel du moment que tu l'es. Ben, on peut être parent, mais ne pas forcément avoir cette sensibilité-là. Mais encore une fois, ça dépend. Moi, je pense très sincèrement que ça dépend foncièrement de qui tu es. Ça dépend de tes intentions. Ça dépend de ce que tu veux faire de cette parentalité-là. Ça dépend de si tu es prêt ou si tu ne l'es pas. Ça dépend de ta maturité et de l'évolution de ta maturité aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents que j'accompagne et c'est vraiment important de pouvoir le dire. Il y a beaucoup de parents que j'accompagne parce qu'ils ne se sentent pas à leur place en tant que parents. Ils ont du mal à gérer leurs enfants parce que ce à quoi ils s'attendaient, ben, c'était pas ça. Ce qu'ils s'étaient dit dans leur tête, comment ils allaient fonctionner, l'histoire de « Ah, si c'était mon enfant, il n'aurait jamais fait ça. » Mais en fait, non, ton enfant, il va faire ça, il va faire 10 fois plus et il va se rouler à terre et de la même façon. Ce qui compte, c'est comment toi, tu vas réagir. Parce qu'en réalité, tous les enfants ont le même fonctionnement opportuniste. Et ce n'est absolument pas péjoratif quand je dis ça. Tous les enfants ont ce comportement opportuniste, c'est-à-dire que dès qu'ils vont voir une faille, ils vont vouloir y entrer. Dès qu'ils vont voir ta vulnérabilité, pouf, ils vont s'asseoir dessus. Non pas pour nuire aux parents, parce que je le répète, et je le dis, chers parents, en conférence, aucun enfant ne naît pour nuire à ses parents. Par contre, quand il va avoir une opportunité, il va s'y engouffrer. Foxy, dis-moi. Comment tu fais par rapport à notre culture des coups? Sachant que c'est quelque chose qu'on a subi, qu'on a également, voilà, moi je n'ai pas honte de le dire, oui, ça m'est arrivé de taper quelque peu mon enfant, peut-être parce que je ne savais pas comment je pouvais faire autrement. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors là, on va aborder le sujet des violences éducatives ordinaires. Moi, j'aime pas entendre ce mot. Je trouve que tu es allé frontalement, là. Oui, je suis obligée. Taper, c'est violent. Parce que c'est de la violence. Alors, violence éducative ordinaire. Violence parce qu'il s'agit de violence physique ou psychologique. Donc, en fait, il ne s'agit pas forcément de coups. Éducative parce que dans notre système de pensée, on pense que pour faire l'éducation, il faut dominer l'enfant. Et ordinaire parce que c'est rentré dans les mœurs, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et pour répondre à ta question, ce que j'en pense, c'est que premièrement, c'est interdit par la loi. Et deuxièmement, les violences éducatives ordinaires peuvent être... il y a des alternatives. Et ce sont des choses que j'aborde, en fait, sur ma page Instagram de la Foxy Academy. Il y a différentes manières de poser un cadre avec un enfant. Dans notre culture martiniquaise, caribéenne, on a beaucoup l'habitude de voir des enfants obéissants, mais par la peur.
parce qu'ils auront peur de prendre des coups, parce qu'ils auront peur d'être punis, parce qu'ils auront peur d'être humiliés, parce qu'ils auront peur de leurs parents. Mon travail, c'est d'accompagner les parents pour que les enfants puissent obéir pour garder le même langage, mais en fait, surtout pour qu'ils puissent respecter les règles du foyer. Ça va dépendre de la base aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'on t'appelle non plus quand il y a déjà le feu également. Parce qu'il faut créer cette base-là pour pouvoir... À mon avis, je peux être contactée à n'importe quel moment. Ah, donc tu as la technique qui va permettre, quel que soit le moment... Si le parent est d'accord avec ça. Je ne suis là pour forcer personne. Autant un parent, à mon avis, n'a pas à forcer son enfant à faire quoi que ce soit, mais autant moi, je ne peux pas forcer le parent. Si le parent, dans sa tête, si tu veux, si pour lui, c'est pas clair de se dire, eh bien, quand l'enfant a renversé le jus à terre, je lui donne pas 2 calottes. Si dans sa tête, c'est pas clair qu'il faut pas qu'il lui donne 2 calottes, je peux pas l'aider. D'accord. Donc, tu as un travail à faire sur le parent. Et uniquement sur le parent. Sur le parent pour pouvoir... Ok, j'ai compris. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, les situations compliquées, les situations dramatiques dont on est sujet avec les enfants, ça arrive partout. Ce qui va changer, c'est comment le parent va réagir. Aujourd'hui, on est trop souvent dans la culture caraïbéenne, martiniquaise parce que c'est chez nous, trop souvent sur de la réponse proactive. Raccourci. Tu as fait les raccourcis. Ouais. C'est ça. Tu as fait ce qu'on va appeler une bêtise. Au lieu de chercher en fait la raison pour laquelle ou je veux dire, même moi, ça m'arrive de casser des verres des fois. Enfin, je veux dire, je défie quiconque de venir me donner des coups parce que j'ai cassé un verre chez moi. Ça dépend aussi de l'état d'esprit. Hein. Parce qu'il y a l'état d'esprit, il y a la pression également de la société. Sans pour cela, je ne cherche pas des excuses par rapport à des parents qui pourraient taper. Ah oui? Mais il y a aussi toutes ces pressions qui sont autour de nous. Donc, il faut savoir se contenir, faire la part des choses. Tout à l'heure, tu parlais de respiration. Tu as dit que tu as respiré, tu as pris... Oui, tu as beaucoup, genre, ouais. Tu vois, avant de venir. Donc, il y a aussi ce travail-là pour se contenir, pour pouvoir... Mais c'est ça. Être confronté, je dirais. Mais en fait, tu sais, après, je dis pas que ça ne va pas arriver. Enfin, ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de nos habitudes, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre société. L'idée de donner une petite tapette, une petite calbèche, comme on dit, voilà. Parce qu'on est à bout. On est des êtres humains, personne n'est parfait. Je veux dire, il n'y a pas que moi qui crie chez moi, enfin, qui crie dans sa maison. Ça m'arrive aussi à moi de temps en temps. Parce que, à un certain moment, j'ai pas encore eu le temps de remplir mon réservoir affectif. J'ai pas encore eu le temps de me calmer. J'ai pas encore eu le temps de... Et voilà que... Maman. En fait, ça arrive à tous les parents. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne du quotidien. Il ne faut pas que ça devienne, en fait, la réponse à une sollicitation de l'enfant. De la solution au problème. La solution, voilà. La solution à chaque chose qu'on pourrait considérer comme étant un problème. Donc, je parle de violence éducative ordinaire parce que dans notre langage technique, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. Mais que ce soit les cris ou que ce soit les tapes ou les fessées, les gifles ambulatoires. Les cris aussi? Ah oui. Parce qu'il faut savoir en fait que les cris ont un impact particulier sur le développement cérébral de l'enfant. Avant ces temps, et même après, le cerveau, en fait, il est encore considéré comme un cerveau archaïque. Ça veut dire que le développement n'est pas complet. Et pour avoir, en fait, un développement neuro complet, il faut attendre 30 ans. D'accord. Voilà. Donc moi, par exemple... Excuse-moi, Olivier. Ça, il essaie de parler. Excuse-moi. Tout à l'heure, c'était vous. Excuse-moi, mais attends, parce que j'essaie de trouver. On est là pour ça. Parce que moi, ma technique, c'est... Mon fils, il a 15 ans. Ouais. C'est génial. Quand il fait ses bêtises, je ne veux pas dire ses bêtises, je prends ta PlayStation, je ne sais pas combien, la 5, avec son téléphone, et je saisis. Et voilà, c'est confisqué. Est-ce que c'est bêtise? Est-ce que c'est... Excuse-moi. Non, vas-y. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Avec la pédagogie qui va avec, je lui explique pourquoi j'ai fait ça, tac, on en discute. Alors, sincèrement, moi, dans ce que j'apprends, dans ce que j'apporte comme valeur, en fait, aux parents, c'est qu'il faut faire la différenciation entre une punition et une sanction.
Je ne sais pas de quelle bêtise tu parles, mais si à chaque fois que ton fils de 15 ans, en fait, fait quelque chose qui te déplaît, tu lui confisques son téléphone et sa PS. Pas jusque-là. Non, mais voilà. si c'est ça, si c'est ça ta punition, non. En fait, moi, je suis contre les punitions. Ça veut dire que tu vas priver l'enfant de loisirs, tu vas priver l'enfant... Ah non, je veux transformer ses loisirs, c'est-à-dire au mieux qu'il reste sur son téléphone et sur la PlayStation. Tu veux qu'il aille lire? Non, viens, on va faire... Oui, on va lire. Mais sinon, on va faire du sport. On va faire une marche. Mais qui te dit que ça lui plaît. Mais c'est quoi la différence entre punition et sanction? Voilà. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est que la différence que je fais entre la punition et la sanction, c'est que la punition, elle aura plutôt une visée punitive. Tu vois, c'est piger. Tu vois, là, moi, qu'à piger. Ouais, on fait ça, moi, qu'à piger. Et en fait, là où ça ne va pas, ça va pas dans le système éducatif, c'est pas ludique pour l'enfant en fait d'agir comme ça. C'est tout simplement parce que l'enfant aura ce sentiment d'être dévalorisé et d'être humilié parce qu'en fait, on va le priver. L'idée de la punition, c'est de priver l'enfant de ses loisirs parce qu'il aura fait quelque chose qui ne va pas dans les règles. Par contre, la sanction, et c'est là où je mets vraiment, il y a une vraie frontière entre les deux pour moi. La sanction, pardon, elle répond à 5 C. J'espère que je vais tous les retrouver. Bon. Allons-y. Les 5 C de la sanction, c'est qu'elle est connue d'avance. Okay. Elle est claire. Elle est... ben, ça tombe bien. Elle est claire, elle est connue d'avance. Elle est en lien, en fait, avec le mot en C, je ne l'ai plus, mais en tout cas, elle est en lien avec ce qui s'est passé. Ça veut dire que, on reprend l'exemple de tout à l'heure, l'enfant a renversé du jus. Au lieu de lui dire, ah, tu m'emmerdes, à chaque fois tu jettes le jus, va dans ta chambre, ou bien tu es puni, tu ne regardes pas la télé. En fait, il n'y a pas de lien, en fait, entre les deux. Il faut réparer l'erreur. Donc, tu vas nettoyer. Si le verre se casse, tu vas ramasser. Je vais t'apprendre à ramasser. Je vais te montrer que tu es capable, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la sanction soit quelque chose qui va faire l'enfant se sentir dégradé. Il faut que ça soit ludique. Il faut que ça puisse lui apprendre. Il faut que ça soit cohérent, en fait. La différence que je fais entre punition et sanction, c'est ça. Ça répond vraiment à des critères bien précis pour la sanction. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair. Non, j'ai compris. Non, parce que je suis en train de réfléchir à quelque chose. Parce que je suis en train de constater que là, on donne des explications aux enfants par rapport à la sanction pour expliquer la raison du pourquoi. Maintenant, dans une société, où là, je parle de manière un peu globale, un peu générale, on va envoyer son CV, on n'a pas forcément de réponse pourquoi on a été refusé sur certaines choses. Moi, je trouve que dans notre société, on ne donne pas forcément toutes les explications. Donc, quand on est parent, le manque d'explications, c'est qu'on l'a reçu tout au long de notre vie, on a reçu des manques d'informations. Donc, on n'a pas forcément ce réflexe-là que quand on est parent, de pouvoir donner ce qu'on n'a pas reçu. Ben en fait, le truc, c'est que il n'y a pas de forme. Maintenant, il y a formation parentale, mais en fait, il n'y en avait pas avant nous. Il ne faut pas qu'on se voit la face. En fait, on reproduit ce qu'on a vécu, comme tu dis. C'est-à-dire l'éducation qu'on a reçue, ben, tu vois ta mère, tu vois ton père, tu captes des informations et quand tu grandis, tu te dis, ben, moi, ce que je sais du rôle de papa, c'est que mon papa faisait ça, donc je vais faire ça. Tu vois. Après, peut-être avec des nuances. Mais ce que je veux dire, ta base, ce sont les parents que tu vois. Les parents ou les adultes que tu vois. Ce n'est pas forcément des parents, vu qu'il y a des parents qui sont absents. Mais les tontons, les tatis ont des attitudes qu'on reproduit. Voilà, ils deviennent nos premiers modèles. Maintenant, est-ce que c'est bien de tout copier? Ça, je ne sais pas. Parce que, par exemple, les coups, pour moi, c'est simple. Les coups, c'est un raccourci. Et alors, je vais le voir quand même comme une punition. Si j'ai bien compris ce que tu m'as défini. Hein. Les coups, pour moi, c'est une punition, c'est un raccourci pour faire comprendre quelque chose tout de suite. C'est-à-dire qu'on estime qu'on ne veut pas répéter. Il faut que l'enfant comprenne tout de suite. Et ça, je trouve que c'est un défaut des adultes, en fait.
Parce que je suis adulte, je ne veux pas avoir à répéter. Mon enfant a le droit. Mon enfant à 6 ans, il va reproduire plusieurs fois la même bêtise. L'enfant a besoin de ça. C'est un enfant. Besoin de répétition. C'est un enfant. Alors lui donner un coup pour qu'il comprenne tout de suite, je suis un agresseur. Que les gens soient contents ou pas de ce que je dis. C'est quand même dommage d'entendre beaucoup d'adultes dire « Ah, mais moi, j'ai pris des coups, je suis vivant, etc. » Mais si on parle de maturité à l'instant T, la personne qui a pris des coups, qui te dit « Ouais, j'ai pris des coups, je suis vivant », ça ne me prouve pas qu'elle est mature dans sa réflexion, en fait. Olivier. On aurait dit que c'est un geste de vengeance. Tu ne peux pas te venger sur tes parents, tu te venges sur ton enfant. Tu sais, à une certaine époque, on a élevé des enfants, comme on élève un troupeau. On n'a pas forcé. Donc le fait d'avoir éducation et dressage. Voilà. Donc j'ai entendu des adultes qui disaient moi je dresse mon enfant. Moi qui ai dressé. Moi qui ai dressé. Donc par rapport à donc il y avait aussi ce côté mimétisme de reproduire tout ça. Donc voilà. Le fait d'avoir élevé, le fait d'avoir, c'est pas la même. Ça ne rentre pas dans le même fonctionnement, dans la même idée de l'éducation. Ça rentre davantage dans le côté la loi. Il faut que mon enfant soit sage, il doit être compétent. Oui, mais paradoxalement, tu as aussi des gens qui ont pris énormément de coups et qui sont devenus parents refusent d'en donner parce qu'ils savent quel impact ça a eu sur eux. Ils n'ont pas envie de reproduire ça. Donc s'il y a des gens qui arrivent à se dire ça, ceux qui disent allègrement « Ah, moi j'en ai reçu ». Si la personne n'a pas fait d'introspection, si la personne n'a peut-être pas... C'est peut-être pas une introspection. Oui, mais il y a... Tu sais... Attends. C'est pas forcément une question d'introspection, c'est une question il faut comprendre qu'un coup, ça a un impact et des effets. Souvent, on est des adultes, on tape, on se dit mais non, c'est une petite tape, mais t'es pas l'enfant, tu sais pas comment il a reçu la douleur. Il a ressenti. On sait pas ça, mais nous on pense toujours que mais non, c'est petit. Pourquoi il a pleuré? Mais je ne t'ai même pas fait mal. Ça, hein? Mais je ne t'ai même pas fait mal. Voilà, mais je ne t'ai... Donc en fait, c'est où qu'à battre, mais c'est où qu'à gérer douleur. Oui. C'est où qu'il est... Non, on fait cette erreur en tant qu'adulte de croire qu'on maîtrise ce côté ce côté punitif, on ne le maîtrise pas. Il ne faut quand même pas blâmer les parents. Je tiens quand même à le dire parce que peut-être que nos propos peuvent être forts, mais il ne faut pas vous sentir blâmé, il ne faut pas se blâmer non plus parce qu'on a eu l'occasion de taper ou parce qu'on arrive encore à le faire. Si vous voulez changer, vous avez la possibilité de le faire. Si vous voulez élever votre vision, vous avez la Vous l'avez dit, c'est pas la solution. Ça devrait être la première solution. Ça ne doit pas être la solution. Mais ça va dépendre aussi du lien. C'est-à-dire que si tu fais une coupure à un certain moment, mais si par exemple tu restes encore dans le même jargon, à savoir que si par exemple mamie va dire « Ah mais où t'es pour faire ça comme ça ?» Et tu seras dans l'influence de mamie pour donner la même éducation que tu as eue à ton enfant. Aujourd'hui, il faut aussi un moment, il faut peut-être couper certains liens. Quand je dis couper certains liens, je ne dis pas d'aller pas voir sa famille, mais au niveau de son fonctionnement et de sa manière de voir les choses. Absolument. C'est-à-dire qu'on y revient. Pour pouvoir être le bon parent pour son enfant, il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut d'abord être aligné avec qui on est. Et être aligné avec qui on est, ce n'est pas forcément ni être comme ses parents, c'est pour nos propres parents, ni être le contraire de nos propres parents. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à avoir notre propre essence, en fait. Mais il faut que les parents le comprennent déjà. C'est ça. Dans les accompagnements que je fais, j'aborde aussi le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas... on doit pouvoir se trouver. Et se trouver, on a une histoire ancestrale, on a une histoire familiale, on a une histoire culturelle. Tout ça, ce sont des caractéristiques qu'il faut prendre en compte. Mais pour pouvoir se construire, on a récupéré toutes les valeurs, toutes les notions que nos parents nous ont apportées, mais pour pouvoir se construire, mais ça vient de nous, en fait. Voilà. Et là, je te rejoins sur le fait où tu dis qu'on ne doit pas faire comme nos parents, en fait. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation et on a le choix, on a le droit de se construire différemment que comment nos parents l'ont fait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, de jeunes, alors je veux dire jeunes couples, je ne sais pas si bon, je mets jeunes entre guillemets, mais qui sont confrontés justement à leurs parents en fait, qui se retrouvent confrontés parce que les parents estiment qu'ils savent mieux que toi, donc quand ils te donnent un conseil, limite c'est un ordre, limite, et toi tu n'as pas envie de faire comme ça.
Et ça crée des tensions. Ah oui, j'ai connu ça. Le toloman. Moi, quand mon enfant était petit, il faut lui donner du toloman, tout ça. Mais le truc qui se passait, c'est que le pédiatre disait, oui, mais c'est toi. Donc, il y avait la parole du professionnel, de l'aidant. De l'aidant. Il y avait le parent qui a expérimenté. Qu'on lui a toujours dit, le toloman. Je ne dis pas que le toloman n'est pas bon, hein. Voilà. Mais que le toloman, il faut lui donner du toloman. Donc, il y avait ce conflit d'intérêts. On ne savait pas exactement, est-ce qu'il faut écouter mamie, ou bien est-ce qu'il faut écouter le professionnel? C'est comme chauffer les enfants. Aujourd'hui, souvent, nos Antilles, il fait quand même chaud. Souvent, il y a nos parents, ils disent, oui, mais chauffer pour qui ça? Il a fait 32 degrés, pourquoi? Et ils ont du mal à... Je revois un peu ma mère qui se disputait avec moi parce que mon enfant n'avait pas de chaussettes. Ça ne m'intéressait pas. Je disais, mais il fait 32 degrés, chaussettes, pourquoi faire? Chauffer, vous voulez rien écouter, ça téti, c'est toujours ça mieux qu'ils autres, mais je dis non. Mais... Après, on est aussi sur une autre génération, c'est-à-dire que nos parents, parce que moi, je fais comme si je suis de la même génération que vous. Méfie-toi. Méfie-toi. Parce que je ne sais pas qui est la personne la plus âgée là entre nous. Moi, je suis très jeune, moi. C'est ça. Mais nos parents n'ont clairement pas eu le même modèle éducatif, le même fonctionnement, en fait. Mais même la réflexion. Ça me rappelle une thématique qu'on avait fait. J'étais là, c'était l'aliénation parentale. Exactement. Ça parlait exactement de ça. Exactement, l'aliénation parentale, où on a des parents qui, pour le coup, puisque là on parle de parentalité, sont des grands-parents qui vont s'imposer dans l'éducation des enfants, qui auront une tendance à de l'ingérence dans l'éducation, dans dans la parentalité que nous, on veut instaurer dans notre foyer. Et ça aussi, ça fait partie des difficultés, des problématiques, des obstacles qu'on peut avoir en tant que parent. Mais c'est super important parce que tu sais... Quand on n'est pas quand on n'est pas suffisamment aligné avec nous-mêmes, avec soi-même, quand on n'est pas suffisamment sûr et debout dans nos bottes, on peut avoir tendance, comme tu disais tout à l'heure, Jonathan, à se dire, ah ouais, mais bon, elle m'a dit ça, je vais faire quand même, hein, puisque c'est ma maman. Donc, elle m'a dit ça, ou bien c'est mon papa, il m'a dit de faire comme ça, donc je vais faire et tout. Mm-hmm. Mais en réalité, ça fait partie des problématiques que beaucoup de parents rencontrent aujourd'hui. Et sachant que le rôle de parent n'est pas inné, il y a aussi cette génération qui te dit « je me débrouille, je vais gérer mon enfant, s'il pour lever, tout, laissez lever, etc. » Et je trouve ça bien qu'il y ait quand même cette confrontation d'idées, parce que c'est aussi pour amener tout le monde à l'humilité, en fait. C'est pas parce que tu as 80 ans que tu sais mieux que moi, en fait. Tu as grandi à travers une époque, tu nous as même éduqués, etc. Oui, nous sommes debout, il n'y a pas de problème, mais il nous arrive d'être en conflit, malgré nos âges, malgré l'expérience qu'on a vécue, malgré le cheminement, malgré l'éducation, il nous arrive toujours d'être en conflit. Donc à un moment donné, il faut se dire, bon, je vais laisser faire. Si bon, parce que ça, c'est les parents de la parole des aînés, ça veut tout dire quand on te dit ça, ça veut dire que moi, ça m'en est raison, mais ça va plus tard. Ou sinon, mais on se doit de... Vous l'avez dit depuis le début, il n'y a pas d'obligation de devenir le parent que nos parents ont été, en fait. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de notice. Déjà, alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a... moi, je dis que tu as raison. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas qu'une... Ou du moins, il n'y a pas qu'une notice. Qu'une seule façon de faire. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Ouais. Et de la même façon, puisqu'on parle des grands-parents, on parle de nos parents, de cette même façon où on veut pouvoir... mettre en place des choses avec nos enfants à notre manière, il faut savoir que ce respect-là, il va dans les deux sens. Ça veut dire qu'envers nos enfants, nous devons nous engager à avoir ce respect-là aussi vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que les choix de vie qu'ils vont faire, on va devoir les respecter. On parlait... Les orienter... Pardon ? Non, on parlait de ça sur la définition de parents. C'est ça. Les orientations qu'ils vont prendre plus tard, on va devoir les respecter aussi. Et donc, je crois que c'est quelque chose de fort sur lequel on doit travailler aujourd'hui dans notre société. J'ai une question. Qui dit jeunesse critiquée dit parents débordés. Vrai ou faux ? Jeunesse critiquée. Qui dit jeunesse critiquée dit parents débordés. Vrai ou faux ?
Ben, Foxy nous écoutons. C'est ça, genre. Malin. Qui dit jeunesse critiquée dit parents débordés. Alors, je dirais oui et non. Alors, J'adore la question. oui, ouais, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même assez profond parce que bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on y est, hein, on critique beaucoup la jeunesse, on dit beaucoup que la jeunesse ceci, la jeunesse cela, c'est eux qui puis va bon, c'est eux qui plie mauvais, c'est eux qui puis pas bon. Et d'une part, je dis oui parce que aujourd'hui, si on a beaucoup de jeunes qui traînent dans la rue et qui ils sont livrés à eux-mêmes. Qui sont sujets à des influences néfastes pour eux. C'est surtout, ça peut être expliqué par le fait qu'on a des parents démissionnaires. Après, il faut chercher à savoir pourquoi ces parents sont dépassés, pourquoi ces parents sont débordés. Ils sont débordés peut-être justement parce qu'ils n'ont pas été formés ou alors, et ça va dans le même sens finalement, peut-être parce que la génération de parents de maintenant, ben en fait, c'est une ère, enfin, cette génération-là a traversé une ère en fait à deux phases. Parce qu'il y a la génération de nos parents et puis il y a la génération des enfants en fait. On est entre les deux. Et c'est compliqué. C'est compliqué de s'y retrouver. On a beaucoup de personnes qui ont des difficultés relationnelles. On est quand même dans une société où les relations hommes-femmes sont compliquées, les relations humaines en tant que telles sont compliquées. Et en fait, quand tu n'arrives pas à t'y retrouver au sein de la société, tu n'arrives pas à t'y retrouver en dedans de toi-même, c'est compliqué d'élever un enfant. C'est compliqué de te définir comme étant un modèle pour un enfant. Donc, à ce moment-là, je crois que l'explication des parents démissionnaires, l'explication des parents qui disaient ben, ouais, ça trop fort bah moi quitter monsieur aller parce que je ne sais pas quoi lui proposer d'autre que d'aller traîner dans la rue avec ses enfants. Je ne sais pas quoi faire. Au niveau social, on est quand même sur une grosse dégradation du système socio-économique. Donc, les gens sont de plus en plus dans la galère, beaucoup plus en difficulté. Donc, en fait, ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont rien d'autre à proposer aux enfants. Très clairement. Sinon, ils n'ont même pas le... Des fois, ils estiment ne pas avoir le temps d'aller apprendre quelque chose, vu qu'entre-temps, il faut s'occuper de l'enfant, faut aller faire les courses. Enfin, et des fois, il manque un parent, donc en fait, il y a beaucoup de parents qui ont du mal à trouver l'équilibre entre leur vie parentale, leur vie personnelle, leur vie de couple, leur vie professionnelle, leur vie financière, leur vie en tant qu'enfant d'autres personnes. En fait, essayer de trouver une harmonie, en fait, dans tous ces aspects de la vie-là, c'est déjà compliqué pour eux. Alors, quand tu vas leur demander de guider leur enfant pour trouver de l'harmonie dans sa propre vie, ça va être encore plus dur parce qu'il ne saura pas quoi dire à son enfant, il ne saura pas montrer l'exemple à son enfant et il aura tendance certainement à reproduire ce que ses parents ont fait. Or, on n'est pas du tout sur le même système de pensée, on n'est pas sur la même génération, on n'est pas sur... On a tendance à dire aujourd'hui que les enfants, la nouvelle génération est terrible, enfin... ils n'écoutent pas, etc., etc. Mais en fait, on n'est plus sur les mêmes mécanismes, les mêmes fonctionnements. Donc, on ne peut pas non plus avoir les mêmes techniques d'approche, on ne peut pas avoir les mêmes techniques éducatives avec les enfants. Un enfant qui aujourd'hui va être battu à mort, le lendemain, il va recommencer la même chose. Tout simplement parce qu'il aura besoin de ton attention, en fait. Donc, comme il a compris que ce qu'il fait là, ça attire ton attention, même si c'est à travers les coups, et comme il a besoin d'avoir ton attention, mais il va recommencer. Et c'est pour ça que ça n'a pas le même impact. Nous, on aura peur de recommencer parce qu'on aura peur, voilà, de revivre le même blou. Mais en réalité, aujourd'hui, les enfants ne réfléchissent pas de la même manière. Moi, je pense que les jeunes parents, peut-être qu'ils sont également tiraillés. Peut-être aussi qu'il manque un équilibre. Il y en a beaucoup aussi qui sont dans une cassure de ce qu'ils ont pu voir par le passé de par leurs parents pour ne pas reproduire pour eux. Et je pense qu'il y a aussi la pression financière. On parlait de pression, on parlait de charge. Il y a aussi... Des fois, je suis avec des camarades, ils me disent « Bon, pas ça que ça manque à faire, puis on est le week-end, je ne sais pas quoi faire. » Des fois, je me dis aussi un manque d'imagination, un manque d'innovation, un manque d'inspiration, de recherche.
Eh bien, frère, tu prends My Google, aussi bien tu peux faire des recherches dans un sens, ou bien tu peux faire aussi par rapport à ton enfant. Après, c'est déjà bien qu'il te fasse part de cette, C'est souvent on me de cette demande, problématique, parce qu'en fait, c'est un appel à l'aide, en fait. Oui, en mais réalité. tu sais, je comprends, mais moi je me dis que si par exemple moi j'arrive à le savoir de mon côté, Oui, mais pourquoi tu ne pourrais pas non plus chercher? c'est pour ça Peut-être qu'il parce appelle à que l'aide. lui, il est perdu par rapport à lui-même. Si tu le mets, enfin, je dis oui, c'est un monsieur, visiblement, mais si tu mets cette personne face à elle-même et tu lui dis, maintenant, tu fais quoi? En fait, elle saura pas quoi te dire, en fait. C'est souvent les personnes qui réfléchissent comme ça et qui savent pas quoi faire avec quelqu'un d'autre, c'est comme pour le couple, en fait. Quand tu sais pas quoi faire de quelqu'un, quand tu sais pas quoi faire avec quelqu'un, parce que ça fait 10 ans, ça fait 10 mois que tu es avec la personne, tu t'ennuies avec la C'est personne. être limité. C'est parce que tu t'ennuies avec toi-même, en fait. C'est-à-dire que si tu es seul, si tu vis seul, si tu es célibataire, tu sauras pas quoi faire. Tu sauras pas quoi faire pour te faire plaisir. Est-ce que c'est quelqu'un de limité ou bien est-ce qu'on se limite? Est-ce que c'est quelqu'un de limité ou est-ce qu'on se limite? Je sais pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé au bout de la connaissance d'elle-même. Parce que si tu ne sais pas quoi faire avec ton enfant, ça veut dire que tu ne sais pas quoi faire découvrir à ton enfant. Ton enfant, il est là pour découvrir la vie, pour connaître la vie en quelque sorte, entre guillemets. Donc, si tu sais pas quoi lui faire découvrir, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait? On parlait de vibration tout à l'heure. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? En plus, des fois, Tu peux au moins partager ça avec ton enfant. En plus, des fois, on se met de la pression. C'est-à-dire qu'un enfant, fois, pour rien, tu le mets dans l'herbe, là, il crée son monde. Nous, dans nos têtes, on se dit, ouais, mais il faut peut-être qu'il y ait un ballon gonflable. Ça va dépendre de l'âge. Ça dépend Oui, de l'âge, mais des fois, Olivier. Jonathan, des fois, nous-mêmes, on se met trop de... En fait, on réfléchit à la place de l'enfant, en fait. On se dit, il va pas s'amuser si on fait ci, si je le laisse là, etc. Mais un enfant tout seul là, ou même avec son cousin. La meilleure façon. Il n'y a pas de joie, il aurait inventé un monde. C'est un rêve, c'est le rêve. Hein, la meilleure façon Je te donne un exemple. Ouais. Mon fils, il avait fait une bêtise. Tu vois, je l'ai sanctionné en prenant sa PlayStation et son téléphone. Là, il est à la maison le week-end, il me dit, papa, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on va marcher. Ah, je peux de marcher. Tu vois, donc il faut chercher. Mais est-ce que ce ne serait pas à lui de chercher aussi? Moi, j'aurais très Non, bien lui vu ça comme demander ça. Je dis, qu'est-ce qu'il aimerait vas-y, faire. cherche. Je dis, tu veux faire quelque chose? Vas-y, propose-moi quelque chose. Ah, ça peut être une idée. Tu comprends ce que je veux te dire? ouais. Tout ne doit pas forcément venir de toi, en fait. Soit tu peux lui demander de chercher, soit tu peux lui demander ce que lui, il aurait aimé faire. Il va te dire, je veux la PlayStation. Oui, mais Exactement. à part ça- mais qu'est-ce qu'il aime? On les connaît. Ouais. Mais, Non, mais tu as raison. mais en Tu as fait, raison. c'est sur l'approche. Effectivement, tu as raison aussi. C'est changer l'approche, en fait. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, encore une fois, l'histoire, c'est poser le cadre. Ça veut dire que tu sais que tu es puni. Tu sais que ce week-end, tu n'auras pas accès ni à la PlayStation, ni à la PS5, ni à la Nintendo Switch, ni à la télé, ni à la tablette, ni à ton téléphone. Vraiment, t'as posé toute la panoplie, là. Voilà. Et ça, tu le dis, les yeux dans les yeux, avec beaucoup de calme et de sérénité. C'est-à-dire que c'est ça. Ce week-end, il n'y a pas. D'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui... Parce que tu sais que tu es privé de ça. C'est privation, ce truc-là. Qu'est-ce qui te donne envie, là? Tu veux qu'on aille manger une glace? Tu veux qu'on aille s'asseoir sur le sable pour regarder les nuages, pour voir si ça a une forme de manicou, ou de rat, ou de fée, ou de licorne, ou je ne sais pas. En fait, la meilleure façon d'occuper un enfant, c'est de le faire rêver. Et c'est en passant des moments comme ça avec les enfants, sans écran, en réalité, mais qu'on arrive à mieux découvrir un En enfant. se recréant, en créant. Oui, Ouais. il crée son imaginaire, il entretient son imaginaire, puisque en grandissant, on a tendance à effacer, à bannir l'imaginaire de notre tête, alors qu'en réalité, ça ouvre des portes sur beaucoup de choses, hein, quand on ose l'imaginaire. C'est important, c'est très important. Est-ce que tu rencontres des gens qui ont honte? Est-ce que selon toi, en fait, les gens ont honte justement de demander de l'aide? Par exemple, tu es coach parental. Est-ce que c'est facile pour tes clients de venir te voir et te dire, bon, j'ai madame, voilà, je suis parent, mais j'aime pas mon rôle. Mais si Yovini, c'est que... Oui, mais ils ont besoin, là. c'est de l'aide. Mais est-ce que c'est facile? Je pense pas que ce soit facile de venir dire à quelqu'un. C'est pas si évident. C'est pas si évident. C'est-à-dire que j'ai souvent des personnes qui m'approchent, mais qui
qui ne définissent pas leur approche en une aide, c'est-à-dire qu'ils viennent me poser 2 petites questions. Déjà, c'est jamais pour eux, dès le départ. Ouais. Voilà, comme ça, c'est réglé. C'est jamais pour eux. Oui, ils viennent pour avoir un petit renseignement, pour poser une question par rapport à un post, par rapport à une astuce, à un conseil que je donne sur les réseaux. Et voilà, la personne vient échanger avec moi dessus. Et puis, et au final, en fait, c'est vraiment au fil de la discussion. Hein, en général, c'est comme ça. C'est vraiment au fil de la discussion que tu vois que la personne définit vraiment sa problématique et définit surtout la fin de son histoire. Et c'est ça que je demande aux parents de faire. C'est-à-dire que quand ils viennent et qu'ils viennent d'abord avec leurs problèmes, en fait, moi, je leur demande de garder en tête la fin de l'histoire. Ça veut dire que, OK, on va parler, on va se voir plusieurs fois, on va avoir un suivi sur un plus ou moins long terme. Mais en fait, moi, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est ce qui va se passer à la fin. Et ce qui va se passer à la fin, c'est toi qui vas le construire, c'est toi qui vas l'écrire. Et moi, je suis là juste pour t'accompagner, pour y arriver. Mais c'est la fin de l'histoire qui compte pour toi et pour moi, finalement. Voilà, parce que mon envie, mon besoin, c'est que tu puisses te débrouiller sans moi. Donc, pour cette problématique-là, on réfléchit ensemble à la fin de l'histoire et puis voilà. J'aime bien tout ce que j'entends. Satisfait de la réponse, monsieur? Oui. D'accord, ok, monsieur. Est-ce que l'éducation suffit pour comprendre? Est-ce que l'éducation suffit pour comprendre le rôle des parents? Est-ce que ça suffit? C'est pas la même chose. L'éducation, la parentalité, c'est pas la même chose. On a souvent tendance à confondre éducation et parentalité. Alors, quand tu parles d'éducation, tu parles de scolarisation ou d'éducation? Est-ce qu'on peut se contenter seulement de ce qu'on connaît de nos parents, du rôle parental pour se définir parent? Bon, ça, je pense qu'on a déjà un petit peu développé ça tout à l'heure. On ne peut pas se calquer uniquement à ce qu'on a reçu de nos parents. Il faut qu'on puisse être à l'aise avec ce qu'on a à offrir aux enfants. Et pour pouvoir définir ça, en fait, il faut se connaître soi-même. Oui, c'est vrai, c'est maintenant que je réalise. Oui, on a parlé tout à l'heure. Une introspection. Oui, voilà, on a besoin de cette introspection-là pour savoir, pour clairement définir ce qu'on veut vivre et comment on veut le vivre avec nos enfants. À travers ses bases? À travers ses valeurs. Ses valeurs? Oui, à travers ses valeurs et ses limites. Parce que... Oui, c'est-à-dire que tu peux vouloir que ton enfant soit heureux, mais pas à tout prix, quoi. Enfin, que l'enfant soit heureux, oui, mais en respectant mes limites. Voilà. C'est ça que je veux dire par là. Ouais. En respectant mes limites. Parce que sinon, on ne va pas surenchérir ce qu'on ne pourra pas faire. C'est ça. Ce qu'on ne pourrait pas donner. Exactement. Je pense aussi qu'il faut avouer que le rôle de parent, c'est dur. C'est beau, c'est puissant, mais c'est dur. Bien sûr. Le fait de le dire, je pense que... Voilà, je pense que le dire, ça fait déjà du bien parce que je sens qu'il y a des... On parlait de pression et je pense que c'est dans tous les foyers, en fait. Quand on ne comprend pas un enfant, quand un enfant fait des bêtises à l'école ou ailleurs, on a toujours l'impression que c'est nous qui avons fauté. Oui. Et on se rejette la faute, on s'accapare la faute ou la honte ou je ne sais pas. Enfin, je veux dire la faute et ensuite on estime qu'on a honte ou quoi. Mais Olivier, oui, dis-moi. Non, tu le dis souvent, hein, nos enfants sont nos vitrines. Hein. Alors, je le mets en avant. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a beaucoup de parents qui estiment que leurs enfants les représentent eux. Mais c'est pas si simple que ça parce que tu as réfléchi sur cette... Non, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. C'est-à-dire que oui, tu as raison, je le dis, j'en parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de parents voient ça comme ça. Mon enfant me représente. Quand un enfant fait une bêtise, les gens qui donnent des coups facilement, par exemple. Parce que c'est eux qui ont... Voilà, exactement. C'est pas exactement. Tu vois, c'est eux. On a fait ma honte là. Tu es dans un supermarché, tu fais la queue, l'enfant voit. En fait, c'est que l'enfant, il voit de l'espace et il veut occuper l'espace. Tu parlais de faille tout à l'heure. Tu vois, l'enfant se dit, maman, il y a de l'espace là. Il réfléchit avec son petit cerveau d'enfant. Il y a de l'espace, je peux jouer, je peux courir, je peux faire une galipette. Donc lui, il est en train de se dire, bon, je peux occuper ça. Le parent, il est pas sur ça, il veut passer à la caisse et il veut que il veut pas que tu ailles à gauche ou à droite. Mais surtout, tu sais, parce que moi, je me rappelle, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y avait mon fils, on était à un endroit et puis il a répondu, il a dit quelque chose. Et puis tu vois, il y a des gens qui ont dit, maman, ah ouais, tu vois.
Mais limite, c'est moi qui ai pris. C'est moi que j'ai ressenti. C'est-à-dire, il ne faut pas s'acheter, mais tu maillot, tu vois ce que je veux dire? Exact. Mais le truc, c'est que les gens sont méprisants, mais ils ne sont pas dans ta situation, tu vois. Ils ont le regard facile et la critique facile, mais dans la même situation, peut-être que Ichou, j'ai à prendre 12 coups là. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais dans l'exemple je reviens juste sur l'exemple du supermarché que tu as donné tout à l'heure. Au-delà du fait d'avoir de l'espace et de vouloir faire des galipettes et tout ça, l'exemple du supermarché est assez particulier parce que ça arrive souvent, ça. Pourquoi les enfants sont surexcités dans les supermarchés? Il y a les lumières, il y a les bandes sonores, il y a les bonbons. Non, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a les lumières, il y a les bandes sonores et il y a les affichages. C'est-à-dire que tout est fait pour... Voilà, c'est une stratégie marketing qui va agir sur le cerveau de nous, adultes, parce qu'on va passer à côté de ça, on va dire, ah, mais tiens, j'ai pas besoin de ça, mais on sait jamais. Je prends. On vient pour un sachet de farine et un pack d'eau, mais on revient avec un caddie rempli. Voilà. Donc, en fait, ce même mécanisme-là que la stratégie marketing des hypermarchés, supermarchés font sur nous en tant qu'adultes, mais ça aura le même impact sur les enfants, mais de manière beaucoup plus subjective, parce que de manière beaucoup plus subjective, parce que c'est fait pour agir sur le cerveau humain. Et les enfants qui n'ont pas les red flags, en fait, ils sont pas conscients de ça, ils sont encore moins conscients que nous de ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils vont être acharnés à dire « Maman, je veux le Kinder. » Pardon, je donne la marque, désolé. « Je veux le chocolat. Maman, je veux le bonbon. Maman, je veux ceci. Maman, je veux cela. » Et ça aboutit justement à ce que vous disiez, le regard extérieur, la difficulté du parent avec le regard extérieur, avec la honte et tout ça. Mais en réalité, si... désolé, je parle beaucoup. En réalité... Mais je suis venu pour ça. En réalité, là où le travail qui doit être fait au niveau du parent, auprès du parent, c'est qu'il puisse se rendre compte que le regard extérieur ne doit pas avoir d'impact, voilà, vraiment aussi négatif sur lui. Et puis, deuxième chose... La connexion qu'un parent va avoir avec son enfant ne doit pas être dérangée par le regard extérieur, par l'environnement extérieur. Parce que peu importe ce qu'on va faire, peu importe ce qu'on va dire, le coca ne sera jamais assez glacé pour quelqu'un. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne fera jamais les choses assez bien. Moi, je ne t'ai pas éduqué comme ça, pourquoi tu fais ça? Ah, à mon époque, on ne faisait pas ça, pourquoi tu fais ça? Et en réalité, c'est pour ça que je dis que mon rôle, en fait, c'est de mettre les parents à l'aise avec leur parentalité. Si tu sens que c'est ce qui est bon pour l'harmonie entre ton enfant et toi, fais-le. Si pour toi, j'ai dernièrement fait une conférence sur les écrans, ça encore, c'est un autre débat, on va peut-être pas rentrer dedans, mais c'était juste pour donner l'exemple. Un parent qui va laisser, par exemple, 1 heure d'écran sur 24 heures à son enfant et l'autre qui va laisser 5 heures, il saura pourquoi. Ça veut dire que c'est un choix de vie. Il sait qu'en faisant ce choix, son enfant va se construire d'une certaine manière. Il sait pourquoi. Il sait que c'est parce qu'il a besoin de s'accorder du temps, lui, pour ses devoirs, enfin pour ses devoirs professionnels, etc. L'autre aura peut-être plus de temps à accorder à son enfant. Enfin, on n'est pas tous voués à avoir la même histoire parentale. Donc, il faut qu'on soit au clair Est-ce qu'on est tous voués à être parents? Ben, peut-être que non, puisqu'il y a certaines personnes qui ne le souhaitent pas, déjà. Par choix, tu parlais de ça au début, tout à fait. Mais ceux qui par choix, certaines personnes décident de ne pas devenir parents parce qu'ils savent ce qu'ils ont à perdre et qu'ils savent qu'ils n'ont pas envie de perdre ce certain confort, cette certaine sérénité qu'ils pensent avoir en n'ayant pas d'enfant. Et c'est là aussi que malheureusement, des fois par choix, on souhaite quelque chose, mais on a des relations sexuelles qui peuvent déborder sur certaines choses, donc on aura des enfants non voulus. C'est ça, c'est ça. Sauf que, encore une fois, aujourd'hui, on a le choix. On a le choix d'aller au bout de la grossesse ou pas. Mais en fait, ça dépend aussi du stade. Ça dépend aussi si les deux, parce qu'on fait un enfant à deux, si les deux sont dans le même état d'esprit. Tout à fait. Après, tu peux avoir un enfant non voulu et ensuite, une fois que tu l'as, tu acceptes ton rôle. Le travail d'acceptation par rapport à ça. Ah oui.
Donc, ça va dépendre des individus. Vous l'avez dit, hein, c'est des individualités. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. En fait, il y a beaucoup d'angles à prendre en compte. Je trouve que c'est intéressant de dire aux parents, aux futurs parents que mieux vaut peut-être réfléchir avant. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas, hein, mais réfléchir un petit peu, poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Poser les bonnes questions. Ça revient toujours par rapport à ça, soi-même. Hein. Eh oui. Ça revient toujours, quel que soit... Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Et quel travail qu'on a également effectué. Quel travail intrinsèque qu'on s'est effectué. Êtes-vous sûr que vous voulez pas? Eh bien, très bien, c'est très intéressant, très intéressant. Le petit signal est arrivé. Non, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est en tout cas pour cette première, en tant qu'Foxy, c'est important pour... C'est pas une première, Javiné. Non, tu vas pas finir ma phrase. Pour son académie. Pour cette première, on parle... Non, il n'y a pas de souci. Pour ton académie, déjà, on te souhaite... de réussir. Déjà, merci aussi, merci d'y avoir pensé parce que, comme je dis, moi, ça fait des années que je parle de ça. Là, tu me rassures, tu vois, je suis content. Et ça va être simple pour nous d'orienter des gens vers toi, hein, tout simplement. Merci. Si tu vas en croisière, tu penses à nous. Je vais te poser certaines questions par rapport à mon fils de 15 ans. Par rapport à mon fils de 15 ans, je vais venir te voir. Voilà. Avec plaisir, hein, avec plaisir. C'est vrai que j'accompagne les parents d'enfants de 5 à 16 ans. Donc, du coup, ce sera avec plaisir. Alors, si je récapitulatif, plus facilement, on te contacte sur Instagram, sur ta page. C'est ça, vous pouvez Foxy me contacter Academy. sur Instagram, sur la page Foxy Academy, où vous allez trouver toute mon actualité. Vous allez pouvoir trouver des conseils et des astuces, des situations un peu cocasses que vous serez amenés à rencontrer en tant que parent, avec bien sûr les diverses solutions et alternatives que je peux vous offrir. Et puis, bien sûr, mon site internet, foxyacademy.com. Voilà, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec Foxy, Jonathan et moi-même. C'était votre émission Papa Génitaire. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Il joue à bisous en papa en tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.